Alors nous sommes toujours à Blanquefort, au sommet de la conscience, et je vais interviewer une des invitées, une des conférencières que j'ai déjà reçue dans mon émission. Il s'agit de Florence Pousset. Florence, bonjour. Bonjour Philippe. Alors Florence, j'ai bien écouté ta conférence, c'était passionnant. Alors notre corps ne serait pas qu'un corps physique? Non, notre corps est bien plus que ça. Il est énergétique, il a des dimensions invisibles avec de véritables capacités, dites capacités extrasensorielles, qui sont plutôt méconnues et que la majorité d'entre nous ne savent pas utiliser. Mais du coup, c'est un nouveau champ c'est un nouveau champ d'investigation en science, c'est s'intéresser à cette partie invisible et vibratoire de l'humain. Est-ce que toi, tu es scientifique, Oui. tu fais des recherches aussi, surtout dans le domaine. Alors, j'ai pas envie de dire alternatif parce que c'est pas alternatif dans le domaine. Alors, comment tu pourrais justement définir un petit peu ce domaine que tu explores? Alors, il y a très longtemps, ça s'appelait le domaine du paranormal. Ouais. Maintenant, c'est fini parce que ce paranormal devient de plus en plus normal. J'appelle ça plutôt la science de l'invisible. Et je pense que c'est un nouveau domaine de recherche qui est en train de s'ouvrir. Est-ce que tu penses que ça s'ouvre vraiment? Est-ce que tu te sens seul dans ce monde à la recherche de l'invisible, des explications sur l'invisible? En qualité de scientifique, oui, je me sens vraiment très seule dans mon cas. Alors, évidemment, il y a des grands noms qui ouvrent cette voie, comme Dispenza, Greg Braden, on a notre français, on a Philippe Guillemant. Mais on reste encore très très peu nombreux et majoritairement quand même on est un peu hors des sentiers battus. On sort du domaine de la science conventionnelle et la majorité d'entre nous on est vraiment qualifiés comme les moutons noirs ou comme des personnes qui ont perdu un peu la raison, qui ont disjoncté, quoi. Alors qu'en fait je pense que l'avenir il est là. Maintenant, il faut essayer de démontrer, même si pour moi, ça ne nécessite pas une démonstration, parce que ce monde de l'énergie, il est connu en Orient depuis des millénaires, sauf qu'en Occident, ça nécessite d'être validé par la science pour que la majorité des personnes puissent enfin croire à ce monde-là. Alors, pour moi, c'est une hérésie, en fait, que le fait d'avoir une démonstration scientifique, puisque c'est l'expérience et le retour de ce que vivent les gens avec cette énergie ou quand ils reçoivent des soins énergétiques, c'est la meilleure démonstration que l'on puisse avoir. Et est-ce que tu as l'impression de redécouvrir justement cette science qui en Orient est plutôt c'est une science millénaire, enfin, tous les points d'acupuncture, on prend souvent le corps dans son entièreté, de façon holistique. Est-ce que c'est une façon de redécouvrir ou alors d'aller plus loin encore que cette science ancestrale orientale? Alors je te dirais les deux. À la fois c'est de redécouvrir et donc avec des appareils pour montrer qu'effectivement ça existe et qu'on puisse visualiser cette énergie parce que les personnes, pour y croire, ont besoin de voir. Et à la fois, je pense que c'est aussi pour nous permettre de faire un cran supplémentaire, parce qu'il y a de très nombreux appareils qui se développent pour étudier l'humain par son côté vibratoire. Donc je pense qu'on va s'appuyer sur l'existant, le connu, en le mettant en lumière avec de nouveaux appareils, et en même temps on va s'appuyer sur ce socle-là, je pense, pour se projeter à nouveau dans un autre univers, parce que tout est en train de s'ouvrir quand même. Donc on est dans ce monde de l'invisible, ce monde de l'énergie, je dirais même ce monde de la multidimensionnalité. Mais c'est difficile. Et dans ce monde Ça. justement de l'invisible, est-ce qu'il est possible de faire des expériences reproductibles? Alors, reproductible, je pense que oui, mais après, chaque personne a son propre vécu, a ses propres expériences, parce que chacun doit connecter un certain nombre de choses pour pouvoir évoluer. Je sais que pour ma part, j'ai vécu des expériences personnelles qui me montrent que ce que je raconte, on va dire, existe, parce que moi, ce sont mes expériences personnelles, je l'ai vécu. Et si tu veux un exemple, euh, je vais te parler de multidimensionnalité. Il y a quelques années, j'ai fait un séminaire avec Joe Dispenza. Et puis à la fin d'une méditation, il nous a dit, bon, je vous laisse récupérer tout ça. Et puis comme je fais du yoga depuis l'âge de 25 ans, j'ai appris des techniques. Justement, je sors de mon corps et puis je vais me promener dans l'invisible. Naturellement. Naturellement. Mais ce sont des techniques de yogi. Et puis, évidemment, dans l'invisible, je rencontre Dispenza et je dis, moi, je voudrais travailler avec vous, tout ça.
Et il me dit comme ça, finis ton livre sur l'ADN et puis après on en reparlera. Et puis il tourne le dos, il s'en va. Et là, tout d'un coup, je vois 12 Dispenza dans l'invisible. Et là, je me suis dit, waouh, cet homme, il est multidimensionnel. Et tu vois, ça, c'est une expérience que j'ai vécue qui me montre bien que, pour rejoindre ce qui a été dit aujourd'hui, que nous existons ici, une part de nous est dans cette dimension terrestre, et que d'autres parties de nous sont dans d'autres états vibratoires, dans d'autres espaces-temps. Je l'ai vu. Ouais. Je ne peux pas le démontrer. C'est mon Et expérience. chacun a une vie à part entière? Chacun a sa vie dans ces autres Joe Dispenza? Ou alors c'est pas vrai, 20 Joe Dispenza qui vivaient Non, dans notre monde, ils sont tous reliés les uns tous aux reliés? autres. Alors après, ce sont mes croyances, je ne Oui, sais oui, pas, bien parce que sûr. ça m'a fait énormément En réfléchir. même temps, tu les as vus, donc Ah, je les ai vus dans l'invisible, ça c'est sûr. Hein. Donc c'est pour ça que l'être multidimensionnel, je sais que ça existe, mais évidemment en termes de science, je ne peux pas le démontrer aujourd'hui. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un changement de fréquence. Et c'est ce que vivent la majorité, par exemple, des médiums ou des gens qui sont canals. Ils se connectent ou ils rentrent dans un état vibratoire beaucoup plus élevé que leur quotidien, qui leur permet de se mettre en connexion avec voilà, d'autres êtres ou d'autres énergies. Alors tu utilises des machines, toi, tu me parlais de machines. Qu'est-ce qu'elles mesurent ces machines? Alors, j'utilise la caméra GDV Bewell qui permet de faire un bilan énergétique et justement de visualiser notre champ d'énergie, de visualiser les centres d'énergie. Donc, dans la tradition indienne, c'est l'aura et les chakras, mais également de montrer la circulation d'énergie dans les méridiens d'acupuncture ainsi que la quantité d'énergie dans chacun des organes. Donc, en fait, ça permet d'établir un bilan énergétique. Et en plus, c'est visuel. Et donc, les personnes, ça les conforte, ça les rassure. Parce que quand on parle d'énergie, ils peuvent voir. Et en général, quand quelqu'un vient me consulter pour faire ce genre de bilan, je ne demande jamais ce qu'a la personne. Je ne veux pas savoir et je la décode à travers les images que me présente l'appareil. Et à chaque fois, c'est juste. Tu peux localiser un problème? Bien sûr, bien sûr. Alors, d'un point de vue énergétique. Oui. Et alors, des fois, c'est déjà inscrit dans la matière ou des fois, c'est à titre préventif en disant attention, ça c'est en préparation, il y a une décohérence ou un déséquilibre énergétique. Si vous ne faites rien, ça va continuer à faire son chemin jusqu'à s'intégrer dans le corps physique pour que nous tombions malades et qu'on commence à réaliser qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie et qu'il faut changer. Ça commence d'abord par l'énergétique et après ça s'enquise dans le corps? Oui. Toujours? Pour moi, l'énergie préexiste à la matière. Et donc, nous sommes vibratoires avant d'être matière. Et oui, pour moi, c'est une... Et qui contrôle cette énergie? Pourquoi notre énergie, elle va baisser à tel moment? Pourquoi c'est quoi? C'est la vie de tous les jours? C'est la pollution? C'est quoi? C'est un peu tout. D'abord, effectivement, la pollution, c'est quand notre corps physique est très pollué, l'énergie ne circule pas bien. Donc ça affaiblit la quantité d'énergie et ça ralentit le circuit de l'énergie. Et puis ensuite, ce sont nos états émotionnels. Et tu sais bien que quand on est dans la tristesse, eh bien l'énergie est très très lourde et on a du mal à se mouvoir dans l'espace. Et nos pensées, c'est la même chose. Quand j'ai des pensées joyeuses, j'ai une énergie débordante et je peux soulever des montagnes. Donc après, c'est de notre responsabilité personnelle de prendre soin de tous nos corps et de switcher, comme tu l'as expliqué. Non, je choisis pas la tristesse. Maintenant, je choisis la joie, l'amour, le bonheur, et tout de suite, tu changes de vibration. Donc, ton taux vibratoire est modifié, il est plus important, et ça change déjà toi, et ce que tu aimais, et donc ce avec quoi tu vas rentrer en résonance et attirer dans ta vie. Ça me parle beaucoup. Et est-ce que tu travailles avec d'autres laboratoires, pas qu'avec le tien? Est-ce que tu travailles avec des collègues qui peut-être plus sceptiques? Parce que cette machine-là, tu m'as dit que c'était visuel, Oui. donc d'autres scientifiques peut-être plus terre à terre, peut-être plus matérialistes, ils seraient intéressés peut-être. Surtout si tu arrives à localiser des problèmes. Alors, il y a à peu près, je ne sais plus combien il y a d'utilisateurs dans le monde, mais il y a... Alors,
surtout à l'étranger, pas en France. Il y a des médecins qui l'utilisent, il y a des scientifiques, particulièrement aux États-Unis, évidemment en Russie, qui font des recherches. En France, il y a juste 2 organismes de recherche qui se sont dotés de cet appareil. Ensuite, il y a quelques médecins, bien souvent à la retraite, qui s'intéressent à autre chose. Et ensuite, il y a des praticiens. Mais en France, c'est pas très développé dans le monde scientifique. Parce que tu sais que chez nous, c'est encore un monde un peu fermé. Où, disons qu'on ne peut pas s'expandre comme on le Ouais. voudrait pour pouvoir donner de l'information et pour pouvoir montrer aux gens qu'il existe tout un monde invisible. Et est-ce qu'un médecin traditionnel aurait le droit d'utiliser cette machine pour faire un diagnostic? Non, Ah. pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Et la majorité des médecins qui s'y intéressent, ils le font quand ils sont à la retraite ou on va dire que c'est leur hobby, mais non, ils n'ont pas le droit. Et il y a certains pays où il est possible de l'utiliser pour faire un diagnostic? Bien sûr, Ouais. en Russie, puisqu'il est originaire de Russie, en Allemagne, Canada, États-Unis. Ouais. Bon, il n'y a qu'en France, on n'a Là, pas le droit. Oh, c'est pas une nouveauté. C'est pour ça qu'on œuvre en fait, pour essayer de faire bouger les choses. Et là, tu es à la retraite, toi? Pas du tout. Pas du tout. Bah alors, comment tu fais pour... c'est à titre privé chez toi que tu Non, utilises non, cette non, machine? je fais des consultations je reçois des personnes auxquelles je fais un bilan énergétique. Donc comme c'est avant tout un bilan préventif et prédictif. Mais, donc Mais c'est moi, à titre privé. C'est pas... ils vont pas... Moi, je ne suis pas médecin, je suis scientifique. Scientifique, quoi. Ouais, Ouais. donc, D'accord, ah oui, effectivement, ça change tout. ça change tout. Hmm. Et surtout que j'essaie de rationaliser, même si j'aime pas le mot, parce que ce dont on parle là, c'est bien en dehors du rationnel. Mais j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice en essayant de trouver des équipes de recherche dans le monde entier qui font des travaux dans ce domaine-là pour m'appuyer dessus, pour dire c'est un mouvement qui est en train de se mettre en route et je m'appuie sur ces études-là pour montrer que ça existe et qu'il y a des gens qui font de la recherche, on va dire, conventionnelle. Je connais l'histoire un petit peu de... Tu en parlais dans ta conférence de Arnaud de Chicourt. Oui, Quelle galère, le pauvre. oui. Parce que son livre, je l'ai lu, je l'ai interviewé, et je me dis, mais c'est un chemin de croix pour pouvoir valider des expériences qui sont réussies, des expériences qui marchent, qui pourraient prouver. Oui, c'est pour ça qu'il s'est expatrié, je crois, aux États-Unis. Mais les gens sont encore dans la peur, puisque dans son livre, il cite bien que l'organisme de recherche public avec lequel il a fait des expériences se sont refusés à publier les informations. Or, c'est là où on arrive à une limite qu'il va falloir dépasser, repousser. Ce sont que les scientifiques français acceptent de s'intéresser à ce monde. Pour moi, la définition d'un scientifique, c'est un être qui va toujours se situer à la limite du connu ou de l'inconnu, du visible ou de l'invisible. Et en tant que chercheur, nous sommes là pour repousser ces limites en permanence. Donc c'est vraiment de notre ressort d'aller explorer ce genre de domaine. Mais pour l'instant, c'est pas admis. Lui, Arnaud de Gicourt, c'est sur le magnétisme. Hein. D'ailleurs, il pense plus électricité d'ailleurs que magnétisme. Il parle plus d'électricité. C'était ce qui m'avait surpris aussi. Et toi, là, maintenant, qu'est-ce que tu... Bon, il y a cette machine là, donc, que tu utilises, mais est-ce que tu as d'autres recherches que tu vas faire avec peut-être une autre machine? Est-ce que tu as un rapport avec les Russes qui travaillent beaucoup aussi avec l'énergétique? Alors, je suis en lien avec Konstantin Korotkov à Saint-Pétersbourg, qui est le professeur qui dirige l'équipe de recherche et de fabrication de ce dispositif. Et je suis évidemment sollicitée pour faire des bilans énergétiques et très récemment, j'ai été sollicitée par une médium. Ah bon? Un médium canal, donc parce qu'elle est intéressée de savoir dans quel état vibratoire elle se trouve et qu'est-ce qui se passe dans son corps avant, pendant et après les séances de canalisation. Donc ça va être, voilà, on va faire ça dans... Ah, c'est peut-être intéressant ça. Oui. Ça va être filmé ou pas? Alors non, mais mais ça pourrait, j'avais pas pensé à ça. Ça pourrait être très très intéressant. Ça. Oui, et surtout ça va être, moi je vais voir tous les paramètres que me donne l'appareil et voir comment ça évolue. Mais effectivement, j'ai pas pensé à ça. C'est la seule qui veut se prêter à des expériences comme ça? En termes de médiumnité, c'est elle qui est venue vers moi et qui m'a demandé, oui, effectivement. Ouais. Je sais qu'il y avait
il y a des expériences sur la méditation, même au CNRS, hein, Ah oui, ça, il y a énormément de travaux de scientifiques sur le sujet. Comme je disais ce matin dans la conférence, il y a énormément de travaux aussi sur l'effet des sons ouais. sur le corps humain, sur le retour à la santé. La lumière, ça commence à venir de plus en plus. Mais tout ce qui touche le domaine de la médiumnité, de la canalisation, etc., c'est encore très tabou quand même. Même s'il y a de plus en plus de gens qui y vont, ça reste quand même encore un peu tabou. Tu es optimiste sur l'avenir un petit peu, tu sais, est-ce qu'un jour il y aura ce mélange spiritualité, science? Est-ce qu'ils vont faire bon ménage à un moment ou à un autre? Pour moi, c'est l'avenir. Le scientifique se doit de devenir spirituel. Tu sais, quand on reprend... je suis passionnée par l'ADN et il y avait l'un des scientifiques de l'époque auquel je m'intéresse, qui est Gregor Mendel. Donc c'est lui qui a étudié la transmission des gènes de la couleur chez les plantes. C'était un moine. Donc il avait à la fois cette fibre du scientifique où il faisait des expériences dans son jardin et à la fois il était connecté au divin. Et pour moi, le scientifique de demain doit se reconnecter au divin, doit retrouver sa spiritualité. Et je pense que c'est là justement où on va faire des bons dans la recherche scientifique. Mais tu sais, si on regarde tous les grands découvreurs, comme Nikola Tesla, comme Marie Curie, tous ces gens-là, pour moi, c'était des gens qui étaient connectés, ou Einstein, c'était des gens qui ont été intuités. On leur a donné la formule, ils ont reçu un message. Oui, souvent pendant leurs rêves ou Ouais. Donc, une pomme qui tombe sur la tête. ouais. Bon, ça c'était la légende. Et c'est ce qu'on doit retrouver. Les scientifiques doivent se reconnecter à leur partie divine. Il y a Mathieu Ricard qui se prête à des expériences Oui, de tout à fait. méditation Oui, aussi. oui, oui. Ben, merci beaucoup Florence. Merci Philippe. Au revoir. Au revoir.